Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Si vous êtes passionné par la lecture, si vous souhaitez découvrir l'univers artistique de vos auteurs préférés et mieux comprendre les coulisses du domaine du livre, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Je suis Assel Nadal, entrepreneur littéraire, et j'aide les auteurs indépendants à mieux comprendre l'auto-édition, à construire une stratégie digitale simple et efficace pour publier et promouvoir leurs livres. Tous les vendredis, retrouvez-moi pour accueillir un acteur du secteur du livre. Choisissez votre place dans le salon du livre et installez-vous bien. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, bienvenue à tous dans cet épisode de notre podcast. C'est avec un immense plaisir que je vous présente notre invité du jour. Il s'appelle Arian Samba, il est écrivain franco-congolais du Congo-Brazza et il a publié un livre, un roman intitulé Parcelle à vendre qui est paru chez la maison d'édition Les Lettres Mouchetées. Dans ce roman d'Arian Samba, il met en lumière les travers du marché immobilier en République du Congo, un contexte marqué par le règne du crime organisé et où la justice peine à se rendre et à se faire entendre. Ce livre nous plonge au cœur d'une réalité chaotique et invraisemblable, où les protagonistes se trouvent malgré eux entraînés dans une série d'aventures. Diplômé en sciences de gestion et d'économie, Arian Samba est un acteur associatif engagé dans l'entrepreneuriat. Il a fondé l'association CASE, Club d'action sociale économique, à Charlie-sur-Marne en France, dont il est le président. Il est aussi l'un des cofondateurs de l'association Lenda, un club de réflexion axé sur des projets économiques novateurs. Il occupe également un poste de direction au sein de l'industrie de la distribution du livre. Son premier ouvrage, L'immigré noir français, a été publié en 2013. Au-delà d'être écrivain, Arian est aussi un acteur engagé dans le domaine associatif. Au cours de notre entretien, nous aurons donc l'opportunité d'explorer son parcours, ses engagements associatifs ainsi que ses projets à venir. Bonjour Arian. Bonjour Assel. Alors, tu viens d'écouter mon intro. Est-ce que tu la trouves complète ou j'ai dit beaucoup de bêtises? Non, tu n'as pas dit de bêtises, elle est assez complète pour que je rajoute quelque chose ou que je retranche quelque chose aussi. Pour moi, ça me va. C'est fidèle à D'accord, moi. très bien. Alors, quand je faisais mes recherches pour préparer notre échange, j'ai découvert que on va se tutoyer parce qu'on se connaît, hein? Oui, c'est ça. J'ai découvert que que tu es né à Lyon et qu'ensuite tu as vécu au Congo pendant 13 ans. Comment s'est passée cette enfance? Alors, j'ai quitté Lyon quand j'avais 5 ans, oui, parce que je suis né à Lyon, comme tu as su le dire. Et mon père, qui était venu en France pour faire des études de droit, il est arrivé en 1973 à Lyon. Donc, il a eu un parcours juridique et ensuite, ma maman qui était restée au Congo-Brazzaville l'a rejoint en 76. Et moi, je suis venu au monde en 78 à Lyon et nous sommes restés 5 ans et nous sommes rentrés au Congo-Brazzaville autour des années 1983. Donc, quand j'arrive au Congo-Brazzaville, c'est à ce moment-là que je commence mes études primaires. Je commence mes études primaires à Mongali, qui est le 4e arrondissement du Congo-Brazzaville. Et donc, je fais ma première classe, ce qu'on appelait, nous à l'époque, le CP1. Et donc, je fais mon CP1, mon CP2, mon C1, Congo-Brazzaville, donc à la capitale, à Brazzaville même. Et ensuite, mon père, qui est un juriste, va se lancer dans le syndicalisme. Donc, la Confédération syndicale congolaise à l'époque, hein, qui était toute forte au Congo-Brazzaville, quand on appelait la CSC, son sigle. Et donc, mon père va naviguer dans ces rouages-là. Et ensuite, il sera appelé à Pointe-Noire pour travailler dans une société de transformation de bois comme directeur de personnel. Il va aller à Pointe-Noire et moi, qui suis son premier garçon, il va demander à ce que j'aille à Pointe-Noire avec lui pour l'installation. Donc, ce qui présageait que quand papa était affecté, que ma maman et le reste de mes frères et mes sœurs nous rejoignent à Pointe-Noire. Donc, nous sommes une famille en passant de 5 enfants
dont 2 filles et 3 garçons. Et donc, ils nous rejoignent à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, je vais continuer mon école primaire. Et ensuite, je vais faire le lycée Victor Augagneur. Je vais faire la série A. Quand je vais obtenir mon bac, je vais repartir au Congo-Brazzaville pour commencer des études de droit. Alors, je vais commencer des études de droit. Ça sera... Tu vas repartir en France, tu veux dire? non, non, d'abord au Congo-Brazzaville. Ok. Lorsque j'obtiens mon bac, je suis encore au Congo-Brazzaville. D'accord. Ok. Bon, plus précisément dans la capitale économique Pointe-Noire. Et je repars à Brazzaville parce qu'il n'y a pas d'université à Pointe-Noire, hein, sinon je serais resté. Pas d'université à Pointe-Noire. L'université se trouve à Brazzaville, la capitale politique. Donc, je repars pour faire des études de droit, mais parce que mon père me le souffle un peu. Mais moi, je ne veux pas faire des études de droit parce que moi, je me suis toujours dit, je veux faire la série A. Je me sentais toujours assez généraliste dans mon esprit. J'aimais tout faire, même à l'école. J'aimais le français, les maths, la physique. Moi, j'aime toucher un peu à tout. Et je me dis, moi, dans mon calcul, je me dis, dans l'avenir, il faut que j'ai pas mal de cordes à mon arc. Je me dis, il faut que je fasse gestion. J'associe ce talent un peu que j'ai de littéraire et les sciences de gestion. Donc, c'est comme ça Mhm. que je me suis toujours projeté. Et j'arrive à Brazzaville, je vais à l'université, je vois que ça se passe pas bien, les cours, l'ambiance, la manière dont la salle est structurée, le déroulement des cours, ça me plaît pas. Et je vais intégrer l'institut de gestion où je vais faire 2 ans, je vais obtenir un BTS en management là-bas et prospective des entreprises. Et après, à ce moment-là, je voyage pour la France. D'accord. Et c'est à ce moment-là que moi, j'arrive en France, que je vais passer une licence en économie et droit-gestion et que je vais faire mon bac plus 4 en me spécialisant en responsable de gestion. Et là, à partir de là, mon parcours commence. Je veux commencer quand même à faire des petits boulots lorsque je commence à candidater dans mon domaine. Et au bout de une année, 2 ans, au bout de 2 ans, je pense de mémoire, au bout de 2 ans, je vais obtenir un poste en responsable gestion dans le e-commerce. Et c'est comme ça que je vais commencer à construire ma carrière. Ah, très bien. Et comment est-ce que tu penses que ce parcours a influencé ton projet d'écriture? Ce parcours, il a influencé mon projet d'écriture dans le sens où quand je suis arrivé en France avec mon diplôme de management, je me suis dit, bon, je vais aller candidater comme manager dans les entreprises. Et, eh ben, j'arrive, je commence à tomber des nues, hein, parce que je commence par les boîtes d'intérim, conseillé par des amis qui me disent, tu vas commencer par des petites missions, ça sera difficile quand t'embauches directement. Et je vais commencer à aller dans les boîtes d'intérim. Et quand j'arrive dans les boîtes d'intérim, d'ailleurs, c'est ce qui constitue aussi l'objet de mon premier roman que j'appelle, qui s'appelle Immigré noir français, qui n'est pas un roman en tant que tel, on va dire, une autobiographie. Donc, je commence à aller dans les boîtes d'intérim, j'arrive, la première fois où j'arrive, on regarde, on dit, mais tiens, vous avez un BTS en management, mais alors on vous propose de faire autre chose. Voilà, on commence à me proposer des postes de préparateur, des postes de vigile, et moi je comprends pas. Au départ, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'arrive, je me dis, j'ai ma nationalité, parce que quand je quitte le Congo-Brazzaville, on dit en France, eh ben, tu arrives, tu vas réussir, tu as des diplômes, ici, le chômage est élevé, mais quand tu vas arriver en France, tu vas voir, tout va aller très vite. Et encore avec ma nationalité en poche, je me dis effectivement, tout va aller très vite. Et je me fais vite rattraper par La réalité? la réalité et la couleur de ma peau, ça il faut le Mhm. dire. Tout cela a influencé sur moi dans la construction aussi de mon livre et sur mon parcours, de toujours se dire qu'il faut travailler plus, qu'il faut faire plus d'efforts pour être accepté dans cette société où je me suis très vite rendu compte qu'il y a des clichés où la couleur de notre peau nous définit. Il faut faire beaucoup plus. Il faut exceller. C'est ce que je dis à mes enfants, mes petits frères. Nous devons toujours faire plus. Est-ce que tu penses que ça a été aussi, ce parcours, ces expériences, est-ce qu'elles ont été aussi un peu la cause de ton engagement associatif? Parce que tu es beaucoup engagé dans le domaine de l'entrepreneuriat.
Est-ce que tu penses que Euh, ça a eu un impact sur ta décision de t'engager dans ce domaine-là? L'impact personnellement, je pense que oui, sur mon parcours, parce que j'ai été confronté à des moments où je voulais accéder à certains postes dans les entreprises où je me suis dit, tiens, bon, écoutez, je ne suis pas accepté. J'étais peut-être pressé aussi. Je me suis orienté vers un secteur entrepreneurial où, par exemple, là, j'ai une entreprise qui est dans de service à la personne où je me suis dit, voilà, je crée mon entreprise, je serai mon propre patron et je pourrai faire ce que je veux et je serai considéré à ma juste valeur selon mon énergie et mes compétences. Je pense que ça aussi, oui, en échangeant avec toi comme ça, je me rends compte que ça m'a influencé et aussi le fait de se dire, dans les clubs qui ont été créés, de pouvoir partager et de se dire d'accompagner aussi certains compatriotes qui ont ces compétences, cette envie de créer des entreprises, d'être indépendants, d'être justement vus à la valeur de leurs compétences. Mhm. Alors, on va parler un peu de ton dernier roman, ce pourquoi tu es ici d'ailleurs, hein, dont le titre est, je le rappelle, Parcelle à vendre, publié aux éditions Les Lettres Mouchetées. Déjà, quand je commence à lire le livre, une chose me frappe, que je retrouve beaucoup dans les livres des auteurs du Congo-Brazza, c'est qu'il y a toujours une allusion à la guerre civile des années 90. Et je me dis, mais il se peut que ce moment tragique ne soit pas encore vraiment traité. C'est comme s'il y a un traumatisme. C'est-à-dire que même quand des textes parlent d'autre chose que de la politique, il y a toujours une petite référence qui revient régulièrement dans les textes des auteurs contemporains du Congo-Brazzaville que j'ai lus, parce que je ne peux pas les avoir tous lus, hein. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Qu'il y a vraiment un traumatisme comme ça qui n'est pas encore résolu dans la société congolaise? Dans mon roman, j'ai évoqué de façon expresse ces guerres avec les dates. C'est vrai, tu fais bien de le dire, j'ai signifié la guerre de 80, effectivement, il y a eu les trois guerres civiles, hein, 93, 17, 18. Je pense qu'il y a ce traumatisme dans l'inconscient des Congolais parce que la guerre, c'est déjà quelque chose qui n'est pas bien. Ce sont des guerres qui ont opposé des ethnies. Finalement, des ethnies, pour ma part, je pense, qui ont été manipulées par des ambitions politiques de certains leaders. Et ces choses-là laissent des traces pour des personnes qui étaient dans un même quartier, par exemple des voisins qui s'entendaient bien et qui après, au vu des intérêts personnels, suivent un leader et se retrouvent voilés pour moi dans des doctrines politiques qui détruisent les liens qui ont été forts tout à fait au début, des ententes, des amitiés et même dans les familles aussi, où les ambitions politiques ont déchiré des familles. Ce traumatisme aussi a été d'autant plus fort et d'autant plus fort jusqu'à présent parce qu'il y a des personnes qui ont quitté leur maison, qui ont tout perdu, des maisons qui ont été détruites, des femmes qui ont été violées, des gens qui ont perdu leur père, leurs parents, des amis, des personnes qui ont marché à des kilomètres, qui se sont retrouvées dans des forêts pendant plusieurs mois. Et tout cela laisse des traces indélébiles. Et je pense que l'on reste forcément marqué et qu'il y a une sorte de traumatisme. Est-ce que ce traumatisme-là, c'est un peu la folie qu'on retrouve dans le roman? Parce que dans le roman, alors, Elisabeth, qui est une Européenne, qui est la compagne d'un Congolais, vient au Congo avec son compagnon et les deux veulent s'installer au Congo et sont donc à la recherche d'une parcelle de terrain où ils veulent construire leur maison. Et au travers des yeux d'Elisabeth, on regarde la société congolaise, notamment celle de la capitale, Brazzaville, et on parle beaucoup de folie. Les Congolais se trouvent fous, voilà, dans des situations assez cocasses de la vie de tous les jours. Ils concluent en disant qu'ils sont fous. Est-ce que ce traumatisme-là a créé un peu cette folie aussi, collective et individuelle en même temps? Vous avez toujours rêvé d'écrire votre propre livre, mais vous ne savez pas par où commencer pour le publier?
Vous avez peur de vous lancer dans la publication et vous vous sentez perdu ou bloqué à certains moments? J'ai créé une checklist gratuite pour vous aider à publier votre livre en auto-édition avec succès. Que vous soyez un écrivain débutant ou expérimenté, cette liste vous guidera tout au long du processus de publication. La checklist est totalement gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour la télécharger immédiatement. Imaginez la fierté de voir votre nom sur la couverture d'un livre. C'est possible. Ne laissez plus votre rêve d'écrire votre propre livre être juste une idée dans votre tête. Publiez votre livre en auto-édition dès maintenant et laissez le monde découvrir votre talent. Téléchargez ma checklist gratuite dès maintenant. C'est votre premier pas vers le succès de votre livre en auto-édition. Alors, par rapport à ce qu'on a évoqué de la guerre dans le roman, je ne mets pas un lien forcément avec ce traumatisme. Dans le roman, ce qui apparaît comme de la folie, c'est ce réseau d'escroqueries foncières et cette manière dont, par exemple, les personnes vivent au Congo-Brazzaville. Je prends pour exemple la Constitution que je tourne à dérision, où il y a un juge, ou le juge Luce qui reçoit Elisabeth et son maringo après être convoqué au commissariat, où il dit je peux recevoir les personnes qui seront jugées, il n'y a pas de tentative de corruption, pas de conflit d'intérêts. Et c'est à ce moment-là où la folie apparaît. Et la folie apparaît aussi sur cette constitution qui devait être garante du bon déroulement des choses, mais ils prennent cette constitution pour servir leurs intérêts personnels. Et c'est à ce moment-là où je tire ce côté de folie, la manière dont les choses se passent, où la parole d'un militaire vaut preuve pour ce militaire qui avait acquis ce terrain durant plusieurs années, ce terrain qui lui a été laissé par ses arrière-grands-pères. Il n'a aucun papier qui atteste que c'est sa parcelle, mais sa parole vaut preuve de vérité. Et c'est à ce moment-là aussi que je parle de folie. Et la manière dont, prends pour exemple encore les routes, je mets un doigt sur les routes où je dis, lorsqu'il pleut, les canalisations deviennent des volcans en éruption. On observe des ordures qui sortent en éruption et là où les voitures nagent telles des tortues, et je tourne à dérision cette chose en disant qu'il y a des sociétés automobiles qui arrivent, qui se sont dites qu'on peut fabriquer ou fabriquer des voitures amphibies au Congo-Brazzaville. Tout à Donc, fait. je décris un peu ce contexte en exagérant, certes, et pour montrer que on marche la tête en bas et les pieds en l'air. C'est dans ce sens. Ben, je reviens un peu sur la Constitution parce que ça m'a fait beaucoup sourire. C'est vrai que tu utilises beaucoup l'ironie dans le livre. Quand tu parles de Constitution dans le livre, c'est toujours à des moments où tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment, en tout cas moi en tant que lectrice, hein, je me dis, mais est-ce que cette histoire est vraiment écrite dans la Constitution? Par exemple, quand Elisabeth, donc, et son compagnon vont à l'agence immobilière et ils rencontrent la dame qui est chargée de leur montrer les terrains qui sont en vente, la dame, quand Elisabeth fait le choix d'un terrain, la dame dit, on n'a pas besoin de contrat de vente. C'est écrit dans la Constitution. Constitution. Oui, et là, moi, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, mais qui peut avaler une histoire pareille? Mais qui écrit cette Constitution? Mais, à ma grande surprise, ça passe comme une lettre à la poste. Et j'ai l'impression que dans le roman, dans la vie de tous les jours, n'importe quel escroc, quel bandit peut utiliser ça comme prétexte pour faire passer, voilà, son arnaque, en fait. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je voulais, comme je disais, montrer que vraiment les choses ne vont pas. Quand ils arrivent pour acquérir le terrain à l'agence qui s'appelle le Kifunda, l'agence immobilière, lorsqu'ils disent qu'ils vont acquérir le terrain, ils se disent, il n'y a pas de souci, on peut payer en espèces, on n'a pas besoin d'un notaire, un chef de quartier est là, pas de conflit, le président au contrôle, c'est inscrit dans la Constitution. C'est ça. D'ailleurs, dans ce livre, je dis que cette constitution a été écrite par le président de la République. Ça ne peut pas se faire. On le sait bien qu'un président ne va pas écrire la constitution. C'est pour montrer que ce président qui est dans le livre, qui est dans le roman,
c'est par des ordonnances verbales que les personnes se soumettent à ces caprices. Je dis même lorsqu'il écrit ou qu'il dessine une personne qui dort, eh ben, tout le monde doit dormir C'est parce qu'il ça. était capable de faire des ordonnances verbales à travers la radio. La radio, cette radio qui s'appelle Kipiala, qui veut dire, entre guillemets, c'est j'essaie de traduire en français, qui veut dire une certaine, pas une certaine fierté, une certaine exubérance. On va dire ça comme ça. C'est pas tout à fait ça, mais j'avoue que j'ai du mal à traduire directement. Donc, cette radio-là, par cette radio, le président était capable de donner tous ses désirs pour des ordres. Dès qu'il décidait quelque chose, cela se faisait. Et c'était dans ce sens où je montre que les choses ne vont pas. Et il y a ce fond de corruption, surtout dans le roman. Il y a beaucoup de fonds de corruption parce qu'il y a le juge qui va vendre ce terrain qui sera, on le verra à la fin du roman. Je ne veux pas tout dévoiler parce que le but est que aussi les personnes achètent Tout à le fait. roman. Donc, le juge qui sera en complicité avec certaines personnes, mais je veux quand même le dire avec l'agence immobilière, ce sera un juge. Ils vont vendre, la parcelle sera revendue 3 à 4 fois de suite par des personnes. Et le juge, il va quand même toucher des pots de vin en recevant des sacs de ciment avec lesquels il est en train de construire sa maison. D'ailleurs, quand le couple va arriver chez lui, on va le trouver torse nu en train de s'affairer en train de se faire en train de construire sa maison. Il y a ce fond de corruption qui est beaucoup mentionné dans le roman où les fonctionnaires peuvent recevoir des cadeaux et ça c'est inscrit dans la Constitution et ils peuvent donner aussi des cadeaux. Et c'est inscrit dans la Ah, Constitution, et ça c'est aussi. inscrit dans la Constitution. C'est inscrit dans la Constitution. C'est pour aussi faire un clin d'œil à toutes ces personnes politiques lorsqu'ils s'engagent en politique, lorsqu'ils sont en campagne surtout. On les voit par-ci par-là en train de cadoter, de donner des cadeaux dans les circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. Donc c'est pour tendre avec beaucoup d'ironie pour montrer que ces choses ne sont pas normales et c'est le grain de folie que tu trouves dans le roman, Mhm, qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, il y a certaines choses qui ne sont pas normales. mhm. Mais est-ce que tu as vécu une histoire pareille en termes de d'arnaque sur la vente de terrain ou de maison ou bref d'un bien immobilier? Qu'est-ce qui t'a inspiré cette histoire? Je l'ai vécu pendant quelques années quand j'avais acquis un terrain à Pointe-Noire. On s'est retrouvé avec une autre personne qui avait acheté le terrain après moi. Donc nous étions deux acquéreurs. Moi, j'étais le premier et il y avait une deuxième personne qui avait acheté ce terrain. Et c'est vrai que j'ai été inspiré. En partie, ça a été l'effet déclencheur, on va dire, donc, qui constitue l'intrigue du roman. Mhm, C'est un procès qui a dû durer 2 ans. Qui a dû durer 2 ans. Et mhm, lorsqu'on est loin, quand je dis on est loin, on est à l'étranger, suivre ces choses à l'extérieur est très complexe. Très complexe, avec les avocats qui sont sur place, les échanges qui se passent, on se sent impuissant mhm, et on assiste beaucoup à ça. Finalement, cette escroquerie foncière où le problème de corruption n'est pas un problème qui est particulier au Congo-Brazzaville, on va se dire que c'est un sujet euh, international. L'escroquerie foncière ou la corruption, c'est quelque chose d'international. La mhm, corruption, je veux même dire que c'est une des premières dames du monde, hein. Si on remonte un peu dans certains livres comme la Bible, avec la Genèse, l'histoire d'Adam et Ève qui se sont soumis aux caprices d'une certaine voix, qui ont mangé la pomme, on voit déjà cette corruption, ces deux êtres qui ont été chassés du jardin d'Éden. On voit bien cette marque de corruption et cette pensée aussi qui a jonché la pensée occidentale avec les Pascal et Hobbes que, que l'homme est souvent corrompu et l'homme est souvent nombrilique et axé sur des intérêts qui sont très personnels. Donc finalement, la corruption est une affaire mondiale, pas que nationale, et c'est quelque chose qui nous guette aussi au quotidien. Parce que, en réalité, si on devait définir aussi la corruption, pour moi, être corrompu, c'est aller à l'encontre de ses valeurs morales, de ses principes, en échange d'un profit matériel. Et on trouve
beaucoup d'individus corrompus qui se laissent chosifier, qui vendent Qui perdent librement, leur dignité, hein, voilà, qui perdent leur carrément. dignité Mhm. et qui deviennent une conscience servile, c'est-à-dire une conscience au service d'une autre personne. Donc, anthropologiquement, on devient une chose, on perd son arbitre. Il suffit que cette conscience extérieure à nous fasse peser dans la balance de l'argent ou quelque chose qui va nous pousser à nous bâillonner, à se détourner de notre conscience, eh bien, on devient une chose. Et ça se passe beaucoup dans nos sociétés où ça devient même culturel. On perd ce qu'on a d'essentiel, on perd notre liberté, on perd notre faculté de réfléchir, on perd ce qu'on a de plus essentiel, notre conscience morale, notre principe, ce qui constitue aussi le fondement de notre société. Ça, dans le roman, en filigrane, je le glisse en parlant de corruption. Et dans nos sociétés actuellement, on voit bien que toutes les personnes qui ont cette intelligence, cette loyauté, cette morale de construire les choses, ces personnes sont un peu rejetées au canon grec. Et c'est plus les personnes qui sont immorales, on va dire, avec certaines ambitions de marcher même sur les cadavres, qui sont vues au bon jour, qui rayonnent de façon apparente. Donc on assiste à une société qui est en perte de vitesse, totalement déconstruite, où l'immoralité devient la norme. Malheureusement, hein. Je voudrais revenir aussi sur une partie du livre qui n'a pas du tout de rapport avec la corruption, mais que j'ai trouvé aussi intéressante, qui est le mythe, la légende du Mokele Mbembe. J'espère que j'ai bien Ouais. prononcé. Oh, ouais. J'aime beaucoup cette légende que je ne connaissais pas d'ailleurs. Je préfère que toi tu en parles. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le Mokele Mbembe? Le Mokele Mbembe, c'est une légende située au nord du Congo-Brazzaville et dans la région de Kuala. Et on parle du lac Télé. C'est une sorte de miroir d'eau. Je l'ai jamais vu, mais c'est ce que on dit des scientifiques et les photos même de Yann Arthus Bertrand, qui est un Américain, le dit. C'est un miroir où, lorsqu'on l'observe, on voit le ciel, mais voilà, c'est un miroir d'eau. Et Mhm. on dit que le mot Kelembembe serait apparu dans ce secteur-là. Ce sont les autochtones, les pygmées, qui parlent de Mokele-Mbembe. Et dans les recherches, on dit même que c'est le dernier dinosaure d'Afrique, ce Mokele-Mbembe, qui est une sorte de Loch Ness Oui, ça m'a français. fait penser Euh, à la légende du Loch Ness, justement. Ouais. oui, c'est bien ça. Moi, dans mes recherches, j'ai compris que le Mokele-Mbembe, qui est une légende, c'était une manière pour les pygmées de donner un nom à des choses qu'ils n'arrivaient pas à expliquer, c'est-à-dire à des animaux qui n'arrivaient pas à attribuer un nom. Pour moi, c'est ce que j'ai compris, hein. Donc, ces pygmées, s'ils voyaient, je dis n'importe quoi, un crocodile ou un hippopotame qu'ils n'arrivaient pas à identifier, soit par sa forme qui n'est pas habituelle ou sa taille, ils disaient que c'était un Mokele-Mbembe. Ça, c'est ce que moi, j'ai compris. Mais ça reste une légende au Congo-Brazzaville et un mystère. C'est justement l'objet de recherche d'Elisabeth, hein, l'héroïne du livre, qui est paléontologue. Donc, Qui prend la cryptozoologie. exactement. C'est quoi la cryptozoologie? Ou alors ça aussi, c'est inscrit dans la Constitution. Non, c'est pas inscrit dans la Constitution. La cryptozoologie, c'est une science qui cherche à prouver l'inexistence de certains animaux. Voilà, c'est ça la cryptozoologie. Si vous êtes fan de ce podcast, je vous serais vraiment reconnaissante que vous le partagiez avec vos amis et que vous laissiez un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Cela aidera à faire connaître le podcast à un plus grand public et il me permettra de continuer de produire des contenus intéressants. Ce podcast est gratuit, mais sa production a un coût. Alors, merci de continuer à me soutenir. Je crois que les auditeurs vont remarquer par notre échange à quel point ton imaginaire est riche, créatif et
Et voilà, j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce livre. Il se lit très Ah, facilement, c'est hein. top. Oui, ça a été fait à dessein. Ça a été Justement, fait à donc dessein. c'est un livre qu'on peut lire dans un café tranquillement ou bien au bord de la plage tranquillement et ça fait du bien. Voilà, on rit, il y a des anecdotes croustillantes comme ça, on rit. Ariane, on est arrivé au terme de notre échange et j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Ah, je t'avoue, un très bon moment agréable, Merci. sympathique, convivial. Et j'adore bien le concept. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des projets futurs? Est-ce que tu as déjà prévu autre chose? Si oui, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? J'ai déjà prévu quelque chose, mais je peux pas en parler rapidement comme Je ça. savais. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tous les Mais je auteurs me font concocte cette quelque réponse. chose. Vous êtes un peu superstitieux, hein, vous les auteurs là. Mais on ne sait jamais, tu sais. Mais c'est aussi Oui, ça la vie. Tu commences quelque oui. chose, après tu vas rectifier, tu vas te dire, c'est comme quand on écrit, hein. Tu Mhm. commences à écrire, tu étales des lignes, après tu dis, oh non, mais c'est pas ça, hop, t'effaces, tu recommences. Et j'ai pas envie d'annoncer quelque chose in idée, je veux donner un avant-goût et après mes lecteurs potentiels vont se dire, mais Ariane, qu'est-ce qu'il nous avait dit la fois dernière? Ok. Bah, déjà qu'ils aient acheté le livre qui est sorti, c'était de l'année dernière, hein. Et ça, c'est ça au mois de juin, oui, qui est disponible Voilà. sur les plateformes, Fnac, Amazon. Exactement. Partout sur les sites de Oui, c'est vente en ça, ligne, vente en oui. ligne. Donc, je rappelle le titre, Parcelle à vendre, d'Ariane Samba, édité aux éditions Les Lettres Mouchetées. Voilà. Merci beaucoup, Ariane. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.